Cet or qu'on ne voit pas, qu'on ne palpe pas, pourtant, celui-ci nous permet d'entendre, de voir. Seulement au Sénégal, dans le chantier de ces mines abstraites, il y a toujours le brouillard. Cette fois-ci, de la neige occupe l'écran. Chef Dianjong, on parle souvent d'affaires, de scandales dans le domaine des télécommunications. À l'époque, certains ont estimé que même Sonatel avait été bradé. Il y a eu Sentel aussi, avec une licence aussi considérée comme ayant été bradée. Après Sudatel et cette affaire de 100 milliards, 20 milliards de rétrocommission. Aujourd'hui, on parle de MTL Infrastructure. Pourquoi il y a toujours des scandales, en tout cas supposés, dans ce domaine des télécoms? Alors maintenant, le problème, c'est que depuis 2000, nous avons parlé de l'affaire Global Voice, des appels entrants. Aujourd'hui, on parle de cette licence de MTL. Je vous dis, Mahmoudou, on n'a pas encore fini avec les scandales dans le secteur des télécoms ces 10 dernières années. Et si le pouvoir qui vient d'être mis en place affirme son discours, c'est-à-dire met son discours en pratique pour faire la lumière sur tout ce qui s'est passé dans le secteur des télécoms ces 10 dernières années, et puis il y aura à boire et à manger. Un audit complet. Un audit complet, et je pense qu'on n'a même pas besoin d'audit, on sait exactement où sont les choses, comment les choses se sont passées. À peu près toutes choses étant égales par ailleurs, on peut se demander effectivement si on ne serait pas en face de scandales de ce type. En tout cas, il y a tous les bons. Évidemment, on ne sait pas encore quel opérateur d'infrastructure va être choisi. Mais en tout cas, le schéma choisi en lui-même, il est absurde. Et il ouvre la porte à toutes sortes de magouilles. Chaéchaudé craint l'eau froide. Depuis plus de 10 ans, le secteur des télécommunications engraisse une sorte de bande organisée au détriment de l'État, du privé local et surtout du consommateur. Cette fois, la vache à lait proviendrait de l'écran. Je m'appelle Stéphane, je suis ingénieur en informatique, je m'occupe des infrastructures notamment. Alors nous avons réalisé plusieurs chaînes de télévision ainsi que des studios télé dans différents pays d'Afrique, par exemple le Rwanda, la Guinée équatoriale, le Tchad. On a mis en place une télévision numérique. Mais de quoi parle-t-on? Il s'agit bien du passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Qu'est-ce qui explique alors toute cette guéguerre, ces craintes et suspicions qui alimentent une tension entre acteurs de l'audiovisuel et autorités? Ça, c'est de la fibre optique, ça. Donc là, on transmet un signal vidéo via de la fibre optique. Je suis allé à la rencontre de l'expertise pour chasser la neige de mon écran. La France, elle, a bouclé son passage de la télévision analogique à la télévision numérique depuis 2011. Aujourd'hui, beaucoup de pays sont passés à la TNT, la télévision numérique terrestre. La TNT, c'est un moyen de diffusion numérique pour diffuser les signaux de télévision. Alors ça implique des changements d'équipement. Au niveau théorique pur, ça change la façon dont sont modulés les signaux. En analogique, on utilise toute une gamme de tensions pour traduire un signal, alors qu'en numérique, on utilise ce qu'on appelle des bits. Pour transmettre une chaîne de télé en analogique, on utilise ce qu'on appelle un canal télé. Un canal télé, généralement, en analogique, c'est une bande d'une dizaine de mégahertz, 7 mégahertz. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une chaîne de télé à transmettre, on utilise 7 mégahertz. En numérique, on a ce qu'on appelle des multiplexes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transmettre par canal un plus grand nombre de chaînes de télé. Maintenant, dans les faits, quand on a 5, 6 ou même 10 chaînes à transmettre, au pire des cas, on utilise 70 MHz en analogique, c'est pas énorme. Tout le monde sait qu'en particulier, il y a des opérateurs de certaines nations qui sont prêts à donner beaucoup d'argent pour justement être choisis pour piloter ce passage de l'analogique au numérique, mais sous la forme effectivement d'opérateurs d'infrastructures. Donc il y a beaucoup de possibilités d'enrichissement personnel pour ceux qui pilotent ce processus.
On en arrive au cœur de mon sujet. Avec les nouvelles technologies de compression, un seul canal accueille la diffusion de plusieurs programmes télé, alors que jusqu'ici, un canal ne pouvait qu'en héberger un seul. Et c'est là qu'on entre de plein fouet dans le flou. Il est découpé en cellules et chaque cellule est prise en charge. En 1989, l'ingénieur sénégalais en télécommunications Cheikh Tidiane Diong préside la réunion de Genève, une conférence qui réunit les pays africains voisins pour l'élaboration d'un plan de fréquence pour télévision en Afrique. Plus tard, en 2007, la décision tombe de l'Union internationale des télécommunications. Les États du monde sont appelés à prendre les dispositions nécessaires au basculement de l'analogique vers le numérique. Deadline, juin 2015. Parce que tout ça, ça va disparaître. Hein. Les antennes? Ah oui, tout ça, ça va disparaître. Octobre 2010, l'État du Sénégal demande au CNN, Comité national pour la numérisation, de réfléchir sur la création d'un fonds d'accompagnement. Un fonds pour aider les foyers modestes à l'accès à ces technologies. Une campagne nationale de sensibilisation est annoncée et le ministre d'alors, Moustapha Guirassy, interpelle ses collègues du commerce et de l'industrie. Il leur demande de prendre des dispositions pour que les téléviseurs vendus sur le territoire intègrent un adaptateur qui permettrait la réception de la TNT. Depuis, aucune date n'est posée. Entre-temps, des hommes sont passés, la réflexion s'est poursuivie et le décret de la controverse est tombé. Dans le préambule du décret, dans l'exposé des motifs, on dit que le comptant est chargé de piloter le passage du Sénégal de l'analogique au numérique sous l'égide de l'ARTP, je crois. Mais en réalité, avec le comptant, on voit qu'au contraire, aujourd'hui, le comptant, c'est plutôt lui qui coiffe l'ARTP et qui dépouille l'ARTP de ses prérogatives. Le comptant, en fait, dépend de la présidence de la République. Donc en réalité, c'est la présidence de la République qui pilote ce processus. Et le président du CNRA, du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, en est le président. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique en assure la vice-présidence. Et l'ARTP n'est que simple membre de ce comité qu'il aurait au contraire dû piloter. Quelque part, il y a un problème, surtout que l'ARTP également dépend de la présidence de la République. Cherchez l'erreur. Effectivement, quand la feuille de route du comité qui a été créé par la suite, à la suite du CNN, parce que le CNN, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un comité qui avait été mis en place depuis 2010 et qui a travaillé sur l'élaboration de la stratégie nationale de passage de l'analogie au numérique. Ces conclusions ont été tirées et le rapport déposé depuis un peu plus d'1 an à la table des autorités qui, après étude, ont jugé utile de créer ce qu'on appelle le comptant. Donc le comité qui est actuellement chargé de la mise en œuvre de ce basculement. Effectivement, sur la feuille de route de ce comité, il est bien mentionné qu'il s'agit du passage de l'analogie de la télévision analogique au numérique. Il s'est ajouté également l'idée de construire un réseau national en fibre optique et un réseau pour la 4G. D'abord, encore une fois, l'absurdité, comme je le relevais tout à l'heure, ça a été de créer une autre structure pour déposséder et l'ARTP et les opérateurs de télécommunications pour non seulement, sous couvert donc de piloter le passage du Sénégal de l'analogique au numérique, s'occuper également de fibre optique encore une fois, et de 4G, d'Internet haut débit. Parce que l'ARTP, de par ses prérogatives, était naturellement disposée à faire ce travail. Elle était plutôt prédisposée à faire ce travail. Logiquement, il n'y avait pas d'autre structure que l'ARTP pour piloter cette phase. Maintenant, si on éprouve le besoin de laisser de côté l'ARTP pour créer une autre structure, c'est que peut-être il y a des dessins inavoués dans la tête de ceux qui ont conçu ce schéma.
Dans ma tête, le flou se corse, mais en fait, l'origine de l'enjeu est bien claire. Si nous récapitulons. À partir du moment où, avec les techniques de compression et les normes de transmission, on arrive à faire, disons, diffuser plusieurs programmes de télévision sur un seul canal, vous conviendrez qu'il y a des fréquences qui se libèrent. Et ces fréquences qui se libèrent, on les a appelées à travers le monde le dividende numérique. Pourquoi le dividende numérique? Parce que c'est des fréquences qui sont extrêmement importantes, notamment celles entre 790 et 862, qu'on appelle les fréquences en or, qui sont essentielles pour le développement de la téléphonie 4G. Fréquences en or parce que c'est la valeur, le prix de cession est énorme. L'enjeu financier est évident. Sans doute la raison qui pousse l'État du Sénégal à vouloir garder coûte que coûte le contrôle des opérations au point de risquer de fausser peut-être de bonne foi les règles du jeu. Nous avons été les demandeurs au niveau du canton nous avons été demandeurs de plus de place, de plus de présence au sein de ce comité. Parce que dans le décret de création, l'ARTP était cité comme les autres structures, comme devant envoyer un représentant au sein du canton. À l'installation du comité, nous avons suggéré aux responsables du comité de mettre d'autres personnes parce que ce travail fait appel à une expertise diversifiée qui naturellement n'est pas détenue par une personne. Nous avons demandé à ce qu'on ait d'autres experts, notamment au niveau juridique, ce qui aussi nous a été accepté et nous avons envoyé des représentants au sein de ce comité et qui font avancer les choses, à mon avis, de manière assez conséquente. Le travail de pilotage, de gestion de cette transition de l'analogique au numérique concernant la télévision, la radio-télévision, n'est pas du tout en chevauchement avec les missions de l'ARTP. Autour de la question, le ton semble politiquement correct d'une part, d'autre part un peu plus libre. Mais la tension et l'attente, les prérogatives du Comité national de pilotage de la transition de l'analogique vers le numérique dérangent. En effet, entre autres, le canton, pour le compte de l'État, doit procéder au choix d'un opérateur d'infrastructure dont la mission suscite des interrogations. Le canton aurait dû uniquement se limiter, encore une fois, au pilotage de la TNT et ne pas s'occuper, parce qu'en fait, qui trop embrasse mal étreint. Malheureusement, il veut s'occuper à la fois de la TNT, ce qui est déjà un chantier colossal. En plus de se contenter de ça déjà, elle veut s'occuper, elle veut gérer à la fois et la 4G et la fibre optique. C'est-à-dire qu'en fait, cet opérateur d'infrastructure va se transformer en opérateur de télécommunications, ce qui n'est pas son objet. Son objet, encore une fois, c'est de piloter le passage de l'analogique au numérique, un point, un trait, et pas autre chose. Absolument, absolument. C'est que s'il violait le code des télécommunications, qui dispose notamment que l'opérateur d'infrastructure doit être autorisé par l'ARTP, mais en concertation avec le ministère des Finances, le ministère de l'économie numérique, etc. et sur la base d'un dossier présenté par l'opérateur d'infrastructure. Et ensuite, avec la signature d'une convention avec l'État du Sénégal. Or, encore une fois, comme je l'ai dit, on dépossède l'ARTP de ses prérogatives au profit d'un opérateur d'infrastructure privé dont on ne sait pas encore d'où il viendra. Qui serait peut-être détenteur d'une 4e licence de téléphonie? Pourquoi pas? Et qui, dans ce cas, entrerait en compétition directe avec les opérateurs de téléphonie déjà présents, mais qui, en plus, aujourd'hui, gérerait toutes les infrastructures, transformant ses concurrentes en des clients qui passeront par elles pour acheminer leurs télécommunications, leur SMS et également leur base de données.
Donc c'est totalement loufoque. Là où le bas blesse dans cette affaire-là, c'est qu'en même temps, on demande à cet opérateur-là de fournir des services 4G. Et on lui donne une partie de ces fréquences-là en or. Et ça qui n'est pas normal, parce que c'est deux choses qui sont totalement différentes. Une chose est de gérer la plateforme qui devra permettre aux chaînes de télévision de retransmettre leur signal et de diffuser leur programme. Une autre est d'utiliser les fréquences qui y ont été libérées à la suite, justement, du passage de la télévision, de l'analogique et du numérique. C'est deux choses qui ont été, disons, confondues et qui n'ont rien à voir. Sur ce plan aussi, il y a à préciser une chose, qu'aujourd'hui, au niveau de la RTP, et depuis un peu plus d'1 an, le travail de réflexion et de préparation avait déjà commencé sur la stratégie 4G. Comme on l'avait fait pour la 3G, nous avons conçu une stratégie qu'on avait commencé à déployer et qui est en cours aujourd'hui et qui a consisté dans un premier temps à donner à l'ensemble des opérateurs de téléphonie l'autorisation de faire des tests sur la 4G. Et des ressources leur ont été octroyées gratuitement, ça il faut le préciser également, à titre de test. La condition étant que les services qu'ils vont faire dans la phase test seront des tests gratuits. Le processus a commencé, un des opérateurs a déjà commencé à faire son test, le test de son système 4G. Les autres aussi, je pense, s'y mettent. Comme ça a été fait, il faut le préciser, pour la 3G. Donc, enfin, la 4G, effectivement, c'est quelque chose d'imminent. Beaucoup de pays y sont. Nous-mêmes, nous y sommes. Et là, la réflexion continue. Si on parle du lien entre la 4G et la TNT, il n'y a aucun lien entre la 4G et la TNT. La 4G, ça va être un moyen de transmission d'informations numériques, mais plutôt destiné à transmettre de l'Internet ou des données, alors que la TNT est un moyen de transmission numérique destiné à transmettre des signaux télé. La TNT, c'est un moyen hertzien d'envoyer des signaux télévisuels aux téléspectateurs. Internet va aussi permettre d'envoyer de la vidéo, mais pas de la même manière que les moyens hertziens. Les box en France utilisent Internet comme moyen de transmission de signaux vidéo pour pouvoir les afficher sur un téléviseur. Mais on voit bien la nécessité justement d'avoir une box pour transformer l'Internet en signal exploitable par un téléviseur. Généralement d'ailleurs de la DSL ou de la fibre optique. Après un investissement de près de 60 millions de dollars en seulement 10 ans sur la fibre optique, sans avoir les résultats attendus, l'État semble vouloir saisir l'opportunité de l'évolution des nouvelles technologies, mais à quel prix? Quand vous développez un service 4G, vous pouvez fournir tous les services. Tous les services. Ça équivaut à même une licence globale de télécommunications. Mais j'ajouterai, vous savez, ces 15 dernières années, la croissance des entreprises de télécommunications a été essentiellement portée par le mobile, qui est arrivé aujourd'hui à saturation. Dans les pays, on a des taux de couverture de 97, 98, 99%. Donc on ne compte plus en matière de croissance pour le mobile que sur peut-être l'évolution de la consommation des clients. Ce qui n'est pas beaucoup par rapport à la baisse des prix relativement. Par contre, dans les 20 prochaines années, au même titre que l'a fait le service mobile ces 15 dernières années, les services du très haut débit mobile porteront la croissance des entreprises de télécom. Aujourd'hui déjà, 50% des services, les services de données croissent chaque année de 50% dans le monde. Donc, si vous donnez à quelqu'un une licence 4G, mais vous lui avez tout donné. Je ne pense pas que ce soit une 4e licence globale de téléphonie.
Mais effectivement, quand on parle de 4G, c'est forcément une licence. Hein, c'est un service de téléphonie. Forcément, il s'agira d'une licence, mais ça peut être, je pense, et ce sera le cas, limité à la 4G. Tel que, effectivement, ça apparaît dans les travaux du comité, il s'agit d'une licence 4G à octroyer à un éventuel opérateur. Par conséquent, il y a tout lieu de se demander si effectivement on n'a pas fait exprès de mettre en place un tel schéma pour pouvoir capter le maximum d'argent sous forme de commission. La présélection RAM et le comptant a été à plusieurs reprises appelé à revoir sa copie. Entre avril et mai 2014, seuls 3 locaux étaient retenus sur 9 en ce qui concerne les 3 lots 4G, fibre optique et TNT. La question qui me taraude, l'État a-t-il fait le bon choix? S'il n'y avait que le seul basculement, c'est-à-dire la télévision numérique terrestre, ce qu'on appelle la TNT, c'est encore faisable dans les délais. Mais on a cru devoir compliquer les choses dans notre pays en ajoutant au cahier des charges du comptant autre chose qui relève en réalité des attributions classiques des opérateurs de télécommunications, comme par exemple pour ce qui est de l'installation de la fibre optique. La fibre optique, mais tout le monde sait que la Sonatel a maillé le territoire national en fibre optique depuis très longtemps. Sur ce plan, le Sénégal est en avance sur presque tous les pays africains, parce que la fibre optique, elle parcourt le territoire national. Il y a un maillage jusqu'au fin fond du Sénégal, on y trouve la fibre optique. Ensuite, pour ce qui est de la 4G, elle est en expérimentation depuis 1 an dans notre pays. Mais ça, c'est l'affaire des opérateurs de télécommunications. Encore une fois, on ne voit pas ce que le comptant viendrait y faire. Le comptant devrait juste se borner à piloter donc, la télévision numérique terrestre. Il n'y a pas de lien direct entre la fibre optique qui est destinée à servir au client final Internet et les installations 4G. Le seul point que je peux voir qui est en corrélation entre les deux, c'est que les antennes 4G peuvent être reliées en fibre optique à l'infrastructure de l'opérateur télécom. La fibre optique, non, n'a aucun lien avec le passage à la TNT. Comment est-ce que vous situez le degré d'implication de la RTP dans ce processus? Voilà, et ce qu'il faut préciser aussi à ce niveau-là, parce que quand je parle de ça, je décris ce que le comité national de passage au numérique, le comptant, là, a élaboré comme feuille de route. Je ne dis pas que c'est la position de l'ARTP. Ça, il faut bien le préciser. Sur toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ARTP, il faut savoir que l'ARTP n'attend pas que des situations se présentent pour prendre à bras le corps des aspects de sa mission. Tout de notre mission sont pris en compte, et ça a toujours été le cas. Nos ingénieurs, nos experts spécialistes réfléchissent sur toutes ces questions-là, élaborent des stratégies, les conçoivent bien et les remettent à qui de droit et à temps. Donc aujourd'hui, nous avons sur toutes ces questions élaboré nos positions qui ont été transmises à qui de droit, notamment aux autorités gouvernementales, pour leur dire voilà ce que nous pensons en tant qu'experts du domaine, voilà ce que nous pensons qui est meilleur pour le secteur. Élaborer nos positions qui ont été transmises à qui de droit, notamment aux autorités gouvernementales, pour leur dire voilà ce que nous pensons en tant qu'experts du domaine, voilà ce que nous pensons qui est meilleur pour le secteur. Bien sûr, pas question de froisser le patron du canton, l'avenue Léopold Senghor. En revanche, l'embrouille semble évidente. L'idée un peu là-bas, telle qu'il le dessine, c'est d'autoriser quelqu'un à construire un réseau 4G, lui octroyer la licence 4G, et puis lui, il vendra les capacités aux différents opérateurs. Ça veut dire que les différents opérateurs qui voudront faire
de la 4G passerait forcément par cet opérateur-là. C'est un peu le schéma qui a été drafté. On ne comprend pas qu'au Sénégal, où il existe une agence de régulation des télécommunications et des postes, l'ARTP, qu'on puisse laisser l'ARTP pour créer une structure indépendante, au risque de faire doublon encore une fois et au risque de dessaisir l'ARTP d'une partie importante de ses prérogatives. Ici, ajoute qu'on va également délester les opérateurs de télécommunications d'une partie également de leur mission traditionnelle, qui consiste à l'installation, encore une fois, de la fibre optique, mais également, qui consiste également à la mise en place d'infrastructures pour la 4G, l'Internet de très haut débit. Parce que, comme je l'ai dit, il risque d'y avoir redondance, dans la mesure où un opérateur comme la Sonatel a déjà maillé le territoire national en fibre optique. Est-ce qu'on va devoir choisir encore un opérateur qui va emprunter très cher sur le marché international, parce que le crédit aujourd'hui il coûte très cher, pour faire de la redondance à côté des installations d'abord de la Sonatel, ensuite de l'Agence de développement informatique de l'État, l'ADIE, qui a son propre réseau de fibre optique également. Ça c'est d'un. De deux, comme je l'ai dit, la 4G elle est en expérimentation. Aussi bien l'opérateur Tigo que la Sonatel qu'Expresso ont le réseau de 4G. Et maintenant on nous dit que c'est le comptant et l'opérateur d'infrastructure qui va choisir, qui va récupérer la 4G pour la gérer pour le compte de l'État. Mais on fait faire au Sénégal un bond en arrière de 20 ans, dans la mesure où ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que les télécommunications ont été privatisées. Alors il faut dissocier les deux et vendre aux enchères ces fréquences 4G, n'est-ce pas, ces fréquences en or au meilleur prix. Peut-être plus que 405 milliards, n'est-ce pas? Plus, parce que quand je dis 405 milliards dans le benchmarking, ce qu'on oublie, c'est que ces 450 francs CFA par mégahertz et par habitant, c'est fait dans des pays où les communications sont beaucoup plus abordables. Quand je parle d'abordable, je ne parle pas de la valeur absolue du prix. Vous savez, pour avoir le caractère abordable des prix d'une communication dans un pays, il y a un panier, de la même manière qu'on mesure les indices à la consommation, etc. Il y a un panier de prix, et ce panier de prix-là, on le compare par rapport aux revenus par habitant. Et quand on regarde en Europe, les prix sont plus abordables de ce point de vue-là. À la limite, les 450 francs CFA par mégahertz et par habitant, compte tenu de ce caractère, il devait y avoir un facteur correctif pour porter ça à la hausse un tout petit peu, pour arriver peut-être à 475 ou 500 francs CFA. Donc encore une fois, la seule recommandation, c'est que j'invite le gouvernement à prendre conscience de la valeur des ressources qu'il a entre ses mains en matière de télécom et d'en tirer le meilleur prix au bénéfice de la nation sénégalaise. Les nouveaux téléviseurs, ils ont ce qu'on appelle un synthoniseur, bon, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont les anciens là, il va falloir une adaptation, il faudra un boîtier pour les adapter. Il faudra un boîtier pour les adapter. L'État du Sénégal ne devrait pas perdre au change, dans la mesure où, déjà pour ce qui est de la 4G, l'État du Sénégal a la possibilité de vendre aux enchères les fréquences pour l'Internet très haut débit. Ce qui devrait être normal, c'est que l'État, ayant déjà accordé à titre probatoire une licence d'Internet très haut débit aux opérateurs existants actuellement, au terme du délai convenu, l'État devrait avoir la possibilité de lancer un appel d'offres et de mettre en compétition les opérateurs pour l'attribution des licences 4G, ce qui ferait entrer beaucoup d'argent
dans les caisses de l'État. Au lieu de quoi, on va lancer l'État dans des opérations d'endettement, parce que l'opérateur d'infrastructure qui viendra pour financer la fibre optique, pour mettre en place les infrastructures pour la 4G, mais il sera bien obligé de recourir au marché international pour emprunter. Et ça, ce sont les Sénégalais qui vont payer. Et c'est l'État du Sénégal qui va garantir. Or, cet État a la possibilité, plutôt que d'aller emprunter, au contraire de gagner de l'argent, en laissant tout simplement les choses telles qu'elles sont actuellement et en demandant à l'opérateur d'infrastructure ou bien au comptant de piloter uniquement le basculement de l'analogique au numérique et en laissant donc la fibre optique, en demandant aux opérateurs, suivant un cahier des charges déterminé, de mailler le territoire national, ce qui est déjà fait d'ailleurs par la Sonatel, et également en leur demandant, maintenant sur la base d'un appel d'offres et suivant le système des enchères, également de couvrir le territoire en infrastructure 4G. C'est-à-dire c'est une affaire extrêmement sérieuse et importante. Les services 4G, on parle des télécoms. L'État, depuis un certain nombre d'années, dans diverses opérations, avec le recul que j'ai, perd beaucoup d'argent. Je prends le cas de la 3G concernant la Sonatel. Officiellement, il n'y a pas de chiffre. On parle de 7 milliards, de 10 milliards. Mais dans un pays, je vais le citer comme le Bénin, quand les opérateurs ont voulu faire la 3G, chaque opérateur, que ce soit MTN et Move, chacun a déboursé 50 milliards. Et pourtant, le marché béninois, en termes de valeur, est 3 fois moins important que le marché sénégalais. On peut considérer par là que le Sénégal a perdu de l'argent. Quand vous prenez le renouvellement de la licence de Tigo qui est intervenu il y a 1 an, c'est pareil, j'en ai longuement parlé. Une valeur au moins de 160 milliards qui est cédée à 53 milliards. Quand vous prenez même Expresso, lorsque ils ont payé 100 milliards, mais en même temps, il y a eu des exonérations en matière de droits de douane et de taxes sur 3 ans, évaluées à l'époque par un journal, je pense c'est Osiris, en ligne, pour 300 millions de dollars. Tu te poses des questions. Pendant ce temps-là, les 2 autres opérateurs étaient soumis au régime de droit commun. Alors, il ne faut pas que ça continue. Il ne faut pas que ça continue. Voilà, et je pense qu'il faudrait que l'État, le gouvernement, sache qu'il a entre ses mains des ressources nationales, des ressources financières d'une valeur colossale et qu'il faut qu'on arrête l'hémorragie un peu. Le mélange des genres est soutenu, selon toute vraisemblance, par ce qu'on appelle la convergence des technologies, ce qui tout de même répond de toute manière à une réglementation. Et ça, il faut bien le préciser, jusqu'au moment où on parle, la gestion, la planification des fréquences, le contrôle de ces fréquences est une mission exclusivement dévolue à l'ARTP. Comme vous le dites si bien, quand le basculement aura lieu, il y aura ce qu'on appelle le dividende numérique. Il s'agit de fréquences radio, télévision, qui vont être libérées. Et ces fréquences, naturellement, quand elles vont arriver, elles vont retourner dans le plan de fréquences qui est géré par la RTP. Alors, ce dividende numérique, il faut le préciser, on parle de premier et de deuxième dividende numérique. Au Sénégal, il y a une première étape, ce qu'on appelait le premier dividende qui concerne une plage de ces fréquences-là, qui a déjà été utilisée au niveau du Sénégal par d'autres services. Par le passé, c'est d'autres services de l'État comme l'ADIE et autres qui utilisent déjà cette partie. Ce qui fait que nos ingénieurs, sachant ça, ont introduit au niveau des instances de l'UT la demande pour qu'il y ait un deuxième dividende. C'est donc la deuxième partie qui est concernée.
Et cette demande a été instruite par les experts de l'UIT, elle a été acceptée et nous avons la ferme conviction qu'on a l'accord déjà de principe, hein. Il y a juste quelques réglages techniques, mais aux prochaines séances de l'UIT, notamment à la conférence mondiale des radios et télécommunications, les décisions seront prises à ce niveau-là pour libérer, pour autoriser que ce deuxième dividende soit utilisé pour des services de télécommunications, notamment au niveau du mobile. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un chevauchement, un conflit, comme vous dites là-dessus. Parce que c'est des questions totalement maîtrisées. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, le comptant est en train, avec toutes les parties prenantes, de travailler sur la partie de transition. Cette transition-là, nous allons nous concentrer tous là-dessus. Et le moment venu, le dividende numérique va être récupéré et de concert, nous discuterons de son utilisation. Mais à la place de l'ARTP, il y aura cet opérateur qui sera choisi parmi ceux qui répondront à l'appel d'offres, qui va gérer ces fréquences en or. Non, il faut bien comprendre. Parce que même si ça devait se faire, et je pèse bien le mot, même si ça devait se faire sous ce schéma-là, la gestion de la 4G, je dis bien, même si ça devait se faire sous ce schéma-là qui est dessiné, les fréquences sont gérées par l'ARTP et ce sera à l'ARTP d'en faire la planification, d'en faire l'assignation et tout ça. Oui. Donc il n'y a aucun risque de chevauchement? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de risque de chevauchement à ce niveau-là. Je pense que toutes les questions, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup d'arguments, de contre-arguments qui ont été développés sur la question et tout a été remis aux autorités gouvernementales qui seront le moment venu de prendre la décision idoine. Pour me résumer, plutôt que de permettre à l'État de gagner de l'argent, ce qu'il a la possibilité de faire en lançant des appels d'offres et puis encore une fois des enchères, en ouvrant des enchères pour la 4G, on va au contraire obliger l'État à aller s'endetter sur le marché international, alors que l'État est déjà suffisamment endetté. C'est dans les ressources financières sur le plan international, elles se raréfient. Et donc, je ne comprends pas cette logique qui consiste à, plutôt que de permettre à l'État de gagner de l'argent, sans rien dépenser, d'obliger l'État au contraire à en perdre en allant emprunter. C'est une logique, moi, que je ne comprends pas. Non, j'ai dit, moi j'ai des fréquences. J'ai dit, je vais les vendre aux enchères. Je sais que les 3 opérateurs qui sont là en ont besoin et ça conditionne le développement de leurs affaires. C'est extrêmement important. Mais je ne me limiterai pas là. Je dirais, bon, peut-être qu'il faudrait un 4e, un 5e opérateur. Je vais lui demander s'il est intéressé par ces fréquences-là également. Il n'a qu'à soumissionner et faire une offre. Et si quelqu'un prend le risque de ne pas offrir assez, mais tant pis. Mais moi, l'essentiel, c'est d'en tirer le maximum pour la nation. Un opérateur de plateforme pour le passage de l'analogie au numérique pour la télévision et qu'on lui donne en même temps une partie des fréquences en or dont on a parlé, l'État serait perdant. C'est sûr et certain. Mais je pense qu'on n'en arrivera pas là. Je le souhaite. Parce que dans le passé, on a assez perdu de ressources financières comme ça dans le secteur des télécoms.
Les candidats à la 4e licence ont tout intérêt à se dresser en sentinelle pour écarter tout tripatouillage de la réglementation qui apparemment est rangée dans les tiroirs, à moins que... Je ne sais pas quelles sont les modalités de mise en œuvre de cette histoire-là, mais je pense que, quelles que soient par ailleurs les formes d'organisation pour la gestion de cette affaire-là, moi je dis encore une fois, la première chose à faire, c'est de dissocier les deux choses. On n'a qu'à choisir un opérateur pour s'occuper de la plateforme de passage de la télévision, donc qui va être une société qui va gérer la retransmission des signaux jusqu'aux centres émetteurs et leur diffusion vers le public. On choisit un seul opérateur unique, ok. Mais les fréquences, qu'on laisse le soin à l'État, la structure la plus indiquée, la plus appropriée, l'agence de régulation des postes et télécoms, faire l'ingénierie nécessaire pour vendre ça au meilleur prix pour la nation. L'article 32 du Code des télécommunications régente les opérateurs d'infrastructure. Alors, l'opérateur d'infrastructure, c'est une structure à laquelle l'État donne l'autorisation de construire une infrastructure de télécommunication et de la mettre à la disposition des opérateurs, sans avoir la possibilité lui-même d'être un opérateur, de fournir des services. Il construit l'infrastructure et il la met à disposition, il la loue aux fournisseurs de services de télécommunication qui devront payer des royalties et autres. Mais lui-même, il ne peut pas être opérateur de télécommunication. Il ne peut pas fournir des services. Je ne sais pas s'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, si c'était tout simplement un désir, un souhait d'aller vite dans la couverture, l'accès des populations à Internet, etc. C'est ça que j'ai compris à travers les rapports. Mais, encore une fois, il faut séparer les choses. Si, dans l'exercice que j'ai fait récemment, si on affectait 140 mégas aux opérateurs, c'est-à-dire 70 mégas duplex aux opérateurs, on aurait une valeur de 210 milliards de francs CFA. Donc il faut se dire une chose, lorsque vous combinez ces deux bandes de fréquences, la valeur du spectre est de 600 et plus de 600 milliards de francs CFA. Et ça, il faut le savoir. Il faut le savoir pour éviter ce qui s'est passé toutes ces dernières années au Sénégal, où la plupart du temps, les ressources nationales dans le secteur des télécommunications ont été cédées à des prix en deçà de leur valeur. Il y a une expertise qui est là, qui peut s'impliquer pour la gestion de cette plateforme-là. Mais, encore une fois, c'est une affaire commerciale. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une société qui va être à équidistance des chaînes de télévision pour transporter leur signal et diffuser les programmes. Donc c'est une affaire, c'est un business. Mais l'expertise technique, elle est là. Maintenant, qui va investir? En tout cas, celui qui investit est assuré. S'il a le monopole du transport du signal, de la diffusion des programmes de télévision, c'est certain que c'est une affaire qui est rentable à terme. Il aura une double casquette. Opérateur de télécom et opérateur de télévision, transmission et diffusion de programmes. Ce que je dis simplement, c'est que ce sont deux projets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Après, dans les moyens de coordination et de pilotage, je ne suis pas maître des choses, je ne peux pas me prononcer sur la meilleure façon de piloter les différents projets. Peut-être qu'on a voulu confier aux mêmes personnes différents projets. Mais j'insiste encore une fois sur le fait que ce sont différents projets. Ce ne sont pas deux projets liés, mais c'est deux projets qui permettent l'avancement technologique. Je préfère croire qu'il a été induit en erreur. Bon, maintenant, je pense qu'également, certains journaux, dont le nôtre, ont suffisamment dénoncé ce qui s'apparente à de la magouille. Des diffuseurs
comme El Hadj Ndiaye de la 2STV également ont dénoncé, l'ARTP s'est fait entendre. Bon, si malgré ça, l'État n'est pas suffisamment informé des enjeux et n'est pas conscient des risques de magouille auxquels le choix d'un opérateur d'infrastructure risque de donner lieu, je pense qu'il y a à désespérer de cet État, ou alors que l'État lui-même il serait complice aujourd'hui de cette vaste escroquerie qui est en train de se faire sur le dos du Sénégal. Mais ça, je ne pense pas que ça va arriver, parce que je pense peut-être que c'est une petite erreur qui va être rectifiée. Une petite erreur qui pourrait tout de même coûter bien cher au Sénégal, c'est sans doute ce qui nous retient dans l'ornière, et juin 2015 n'est plus bien loin pour reparler de la télévision numérique terrestre. Et comme toujours au Sénégal, on semble vivre dans deux mondes différents. Il faut peut-être conclure par rassurer, comme on l'abordait tout à l'heure, les différents usagers, parce que beaucoup de questions sont soulevées. On parle de oui, votre téléviseur ne fonctionnera plus, il faudra aller acheter un autre téléviseur forcément et autres. Ce n'est pas forcément ça, ce n'est pas exactement le cas. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, certains appareils, notamment les derniers, pour la plupart, sont déjà compatibles avec le numérique, il n'y aura rien à changer là-dessus. Il y a d'autres pour lesquels il va falloir s'équiper d'un petit boîtier qui se permettra d'adapter le signal pour que le téléviseur puisse fonctionner correctement. Et tout le monde est fin prêt, sauf le Sénégal qui en est encore au choix de la technologie et des normes, des technologies, des normes et des standards. Et ensuite, le Sénégal a mis en place un comité national de pilotage du passage de l'analogique au numérique, mais ce comité qui a été constitué assez tard par rapport aux autres pays africains n'a pas encore choisi le partenaire technique, ni la technologie, ni les normes, ni les standards qui devront être adoptés par notre pays. Beaucoup de pays africains ont déjà mis en place leur comité de pilotage de ce basculement, qu'ils ont déjà adopté les normes et standards qui leur conviennent le mieux, et puis ensuite qu'ils sont déjà en train de travailler aussi à accompagner tous les ménages, mais également les diffuseurs à se convertir aux nouvelles normes. Et aux ménages en particulier, à avoir les possibilités de pouvoir voir les images qui seront diffusées à ce moment-là. Si on prend l'exemple du Tchad, les émetteurs que nous installons actuellement, des émetteurs qui émettent actuellement en analogique, sont prévus pour pouvoir passer en numérique à la demande. C'est-à-dire que la modification du passage, la modification de l'émetteur pour le transformer d'un émetteur analogique à un émetteur numérique, ce n'est que logiciel. On branche un ordinateur pour informer l'émetteur qu'il va falloir maintenant non plus émettre en analogique mais en numérique, en TNT. Ce qu'on appelle le standard DVB-T2. En tout cas, ces pays sont déjà prêts et n'attendent plus que le basculement. Les moyens nécessaires ont été dégagés, les technologies et les normes ont été déjà adoptées et donc les subventions ont été dégagées et aujourd'hui, il n'y a plus qu'à attendre. Et ensuite, les diffuseurs également, ils se sont adaptés. Ils ont acquis des multiplexeurs qui leur permettent de réussir ce passage de l'analogique au numérique. Il n'y a pas de difficulté particulière à passer de l'analogique au numérique, si ce n'est une certaine coordination, c'est-à-dire qu'il faut quand même prévenir les gens qu'ils ne recevront plus la télé en analogique mais en numérique. Donc ça implique chez certaines personnes un changement d'équipement puisque toutes les télés ne sont pas capables de recevoir l'analogique. Je pense surtout aux vieux modèles. Les télés qui sont vendues actuellement sont de toute façon bistandard, c'est-à-dire qu'elles peuvent recevoir à la fois l'analogique et le numérique en TNT, ou alors purement numérique, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent que la TNT. Après, ça implique des changements d'infrastructure, tout ce qui est transport du signal et jusqu'aux émetteurs et la diffusion. C'est-à-dire qu'en France, les chaînes de télé n'émettent pas par elles-mêmes, elles utilisent des moyens publics pour émettre, les émetteurs ne sont pas privés.
Donc il faut, auparavant elles acheminaient leur signal en analogique jusqu'aux moyens de diffusion et les moyens de diffusion étaient analogiques. Maintenant il a fallu changer ces infrastructures-là pour que la transmission du signal soit en numérique et en HD et les moyens de diffusion en TNT. Je crois vous entendre penser, vous n'avez pas entendu les autres sons de cloche, ceux des acteurs sur la sellette ou simplement de ceux occultés et à dessein. Eh bien, je vous annonce leur bien belle excuse, un agenda très chargé. Impossible d'y caser un petit entretien filmé de 10 minutes, mais peu importe, le débat est clairement posé, ma caméra reste en stand-by et mon micro ouvert. Et je reste mobile.